Bonjour à tous et bienvenue dans ce Facebook Live en direct de la rédaction des Échos. Je suis avec Christophe Paliers du service en charge notamment de l'économie du sport. Salut Christophe. Alors on va débriefer ensemble un petit peu ce mercato d'hiver de foot, un mercato durant lequel les clubs français ont frappé fort et ont déboursé près de 150-160 millions d'euros pour attirer des nouveaux joueurs. C'est 6 fois plus que l'hiver dernier. Christophe, la première chose, c'est comment on peut un petit peu expliquer cette frénésie du marché français. Alors le premier élément de réponse, c'est évidemment le grand retour de Marseille sur la scène mondiale des transferts, parce que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que les chiffres sont importants, c'est que le marché des transferts dans le football est un marché mondial. Il y a l'Europe, il y a la Chine, peut-être qu'on en parlera, il y a aussi l'Amérique du Sud. Et donc effectivement, on a une somme globale pour les clubs français qui est un peu plus de 151 millions d'euros, si on prend la base de données Transfermarkt qui fait plutôt référence dans le milieu. Et on a deux grands clubs français qui se distinguent dans ce lot L1, à savoir Marseille et donc le PSG. Alors pour Marseille, je venais de le dire, c'est le grand retour de Marseille sur la scène européenne. C'est dans le cadre du projet de relance de Marseille avec son nouveau propriétaire américain McCourt. Et d'entrée, ils avaient laissé entendre que le mercato d'hiver 2016-2017 était une fenêtre de tir pour enclencher la machine. Pourquoi? Parce que derrière, il y a plusieurs éléments de réponse. Un, c'est un signal un peu à tout le monde, à son public, à la communauté du monde du football. Ça peut être des partenaires à venir. Et puis aussi, il y a un enjeu sportif, puisque Marseille peut aujourd'hui encore espérer avoir une place qualificative pour une Ligue Europa. Donc il y a un enjeu sportif et derrière un enjeu financier, parce qu'on sait très bien qu'une Coupe d'Europe, eh ben, c'est davantage de revenus avec la télé en premier lieu. Donc il y avait un enjeu pour Marseille avec donc ce transfert évidemment qui a beaucoup fait parler, celui de Payet pour l'ordre de 30 millions. Justement, Payet pour 30 millions, est-ce que de la part de Franck McCourt, c'est pas aussi pour envoyer un signal aux supporters et aussi gagner un petit peu de temps, faire un petit peu rêver, donner l'impression que l'OM va redevenir compétitif? Et est-ce que c'est pas juste un espèce d'effet d'annonce, on arrive, on lâche le chèque et puis après on disparaît un petit peu, on gagne du temps d'une certaine façon? Est-ce que tu penses que qu'il faut le voir comme ça, ou alors il y a vraiment une idée derrière? En fait, il y a le fond et la forme. La forme, évidemment, c'est un message médiatique à tout le monde et en premier lieu à son public. Et on sait très bien qu'il y a eu un désamour, donc on est vraiment dans une reconquête des cœurs. Et il semblerait quand même que le retour de Payet est beaucoup plus, puisqu'on l'a vu hier soir pour le match de Coupe de France contre Lyon, en plus victorieux. Payet a été scandé une bonne partie du match. On a attendu un peu la fin de la rencontre pour le faire jouer, parce qu'évidemment il était en cours de forme. Mais c'est clairement un message au public, mais pas seulement. J'insiste lourdement sur l'aspect économique, parce qu'il y a un vrai enjeu pour Marseille d'avoir une Ligue Europa. Derrière, il y a plus de recettes et donc on enclenche un cercle vertueux, comme on fait à une autre échelle, évidemment, les Qataris avec le PSG. Ils ont lourdement investi, mais clairement, derrière, il y avait un enjeu de compétition européenne. Et donc le PSG, c'est quoi? C'est à peu près 70 millions sur deux joueurs. Le PSG qui n'avait dépensé, il me semble, 0 € lors du dernier mercato d'hiver. Pourquoi d'un coup les Qataris ressortent autant d'argent pour renforcer le PSG? Alors, oui, alors c'est un renfort, mais on n'est quand même pas dans l'ordre de grandeur quand on a des joueurs qu'on a fait venir ces dernières années à la faveur du mercato d'été pour des sommes de 40 et quelques millions, 60 et quelques, puisque tous les records de transfert au jour d'aujourd'hui sont parisiens. Il y a de l'ordre de 30 millions sur Draxler, donc la Draxler, on est sur une stratégie très sportive. Alors c'est vrai que les gens disent mais il y a beaucoup de milieux de terrain au PSG, on ne comprend pas trop. Mais bon, il y avait quand même dans l'idée d'avoir un dynamiseur de jeu. Donc on est dans le complément. Certains disent 30 millions pour Draxler, ça fait beaucoup. C'est pas forcément un joueur fiable. À voir.
Ce qui est sûr, c'est que c'est un prix de marché. Donc 30 millions, ça peut paraître beaucoup pour ce joueur. Quand on voit les transferts de certains autres joueurs pour presque autant, on peut se dire que c'est pas forcément du vol. Et donc, sur Paris, on sait qu'ils ont de quoi s'acheter des joueurs. Marseille, avec l'arrivée de Macour, a donc quand même frappé assez fort, mais on a vu aussi que Lyon a mis environ 16 millions d'euros sur Depay, ce qu'ils n'avaient pas fait. Ils n'avaient pas mis autant d'argent depuis Gourcuff. Même Toulouse a fait l'un de ses plus gros transferts en faisant arriver Andy Delors. Comment aussi on peut expliquer qu'à côté de PSG et l'OM, donc tu nous as expliqué comment on peut expliquer que finalement la Ligue 1 redevient assez compétitive sur le marché des transferts en général, pas que juste ces deux étendards, même Monaco qui a mis 8 millions, mais ça on a plus l'habitude. Comment tu expliques tout ça? Alors, il y a plusieurs raisons individuelles dans la mesure où il y a des réponses spécifiques pour chaque club, mais par ailleurs, il y a un cadre général. Alors, pour la réponse individuelle, je vais juste prendre l'exemple de Lyon. Effectivement, Jean-Michel Aulas, qui jusqu'à présent était vraiment très tourné sur le centre de formation de Lyon avec cette nouvelle génération dorée dont on parle beaucoup, les Fekir, Lacazette, etc., a fait un gros recrutement. C'est même un peu plus que 16 millions, puisque 16 millions, c'est un prix de transfert. Et comme Lyon est un club coté, il y a un peu plus de transparence encore par rapport à bien d'autres clubs. Mais en fait, c'est 16 millions plus 6 millions d'incentives. Donc là, c'est pour le joueur par rapport à la performance. C'est pas forcément détaillé d'ailleurs. Et puis par ailleurs, il y a un petit reliquat de quelques millions dans le cas où il y a une prolongation de son contrat au-delà de 2021. C'est intéressant de voir un peu ce détail parce que on voit bien derrière que les transferts, c'est quand même une construction financière extrêmement sophistiquée. Et je ne vais même pas évoquer toute la partie optimisation fiscale dont on a beaucoup parlé à propos de certains autres joueurs extrêmement illustres. Mais tout ça pour dire qu'on n'est plus dans le domaine du simple contrat de travail pour 3 mois, 6 mois, 12 mois, et après on passe à autre chose. Non, il y a vraiment un enjeu de performance, j'allais dire, qui est toujours plus précisé aujourd'hui, parce que les joueurs ont une valeur marchande, et donc à l'achat comme à la vente, il ne faut pas se tromper. Et je reviens au cadre général, puisque là c'était plutôt une réponse individuelle sur Lyon. Le cadre général, c'est quoi? Effectivement, on a le sentiment que la L1 commence à remonter la pente parce qu'elle est vraiment en manque de compétitivité par rapport au grand championnat européen depuis plusieurs années. Il y a plusieurs raisons. C'est qu'il y a des projets de clubs qui se sont installés et que la construction de ces projets de clubs, finalement, commence à tirer l'ensemble. Si je reviens un peu, oui, c'est ça, 6 ans en arrière, 2011, juin 2011, l'arrivée du PSG, enfin du Qatar au PSG, donc premier grand projet de club à dimension européenne, clairement. Arrive après Monaco, quelques années plus tard. Donc on a un projet de club monégasque extrêmement intéressant, d'autant qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui commencent à sortir du lot à Monaco. Là, on a un phénomène marseillais avec un nouveau projet tout frais moulu. Et Lyon, on sait très bien que c'est une construction qui s'est faite sur une quinzaine d'années autour de Jean-Michel Aulas, son projet de stade aujourd'hui qui est monté en puissance et donc qui commence à en tirer tous les revenus. C'est ce stade qui a permis aussi de faire venir un joueur comme Memphis Depay, tu penses? Il avait un enjeu sportif de se relancer. Il était, sans jeu de mots, dans un corner. Lyon est quand même un club attractif. C'est l'un des meilleurs clubs de France quand même depuis très longtemps. Il a une possibilité de jouer en Coupe d'Europe. Donc je pense que c'est un bon club pour se relancer. Alors je vous rappelle que nous sommes en direct de la rédaction des Échos avec Christophe Paliers du service, en charge notamment de l'économie du sport. Nous parlons du mercato d'hiver. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Christophe. Je pense qu'il se fera un plaisir de vous répondre. On a beaucoup parlé du marché français. On va terminer sur la Ligue 1 avec Gérard Lopez, le nouveau propriétaire du LOSC de Lille. Gérard Lopez qu'on a attendu un moment du côté de l'OM et qui finalement est arrivé à Lille, qui a mis du temps. Il y a eu pas mal de rebondissements pendant toute cette période. Et au dernier moment, hier, 7 joueurs
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'arrivée de Gérard Lopez et un peu de cette bouée de sauvetage de dernière minute qu'il essaie de faire en faisant venir 7 quasiment inconnus, à part l'attaquant Al Ghazi qu'il a fait venir, je crois, pour 7 millions. Gérard Lopez et Lille, comment ça part? On pourrait faire une analogie ou plutôt un parallèle avec le cas marseillais. C'est un projet de club tout frais. Il y avait une fenêtre de tir avec ce mercato d'hiver pour dynamiser Lille sur le plan sportif. Et donc, il n'a pas hésité à la saisir. Alors, tout ça peut paraître un peu tardif, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que la conclusion, finalement, de la vente de Lille a pris un certain nombre de semaines. C'est normal, un club, c'est une entreprise, donc évidemment, il y a quand même un certain nombre de principes, de procédures à appliquer. Le propriétaire précédent, Monsieur Sédou, évidemment, était particulièrement attaché à son club, donc il n'allait pas le vendre à l'encan n'importe comment. Donc tout ça fait que ça a pris du temps, voire plusieurs mois. Alors c'est vrai que le nouveau propriétaire s'était intéressé à Marseille, donc ça laisse entendre qu'il s'intéresse beaucoup au football. Ça s'est fini finalement à Lille il y a quelques jours, hein, on peut dire, hein, finalement. Donc c'est pas très surprenant que s'il y avait un souci de recrutement, ça se fasse un peu dans la dernière seconde du mercato. Alors, on a beaucoup parlé de la Ligue 1 et c'est normal parce que la Ligue 1, le marché français a été frénétique pendant ce mercato. Mais ce qui est pas forcément étonnant, mais la tendance aussi du moment, c'est que là, quand on regarde les 5 clubs qui ont le plus dépensé pendant ce mercato d'hiver, on trouve en première position le PSG avec Draxler et Guedes, mais on trouve aussi 2 clubs chinois, le Shanghai SIPG qui a dépensé près de 67 millions d'euros et le Tianjin Quanjian qui en a dépensé 40 millions, pardon. Comment on explique un petit peu cette puissance des Chinois dans le foot maintenant, dans l'économie du foot? C'est une tendance qui existe maintenant depuis 1 ou 2 ans, mais ils proposent des salaires mirobolants. Tevez est devenu le joueur le mieux payé au monde avec, tu nous rappelleras, mais je crois, c'est tellement astronomique que je ne m'en rappelle pas, mais avec quelque chose comme près de 38 millions d'euros par an. Comment tu nous expliques un petit peu cette puissance des Chinois dans le foot? Alors, pour l'anecdote, hier après-midi, donc on était à quelques heures de la clôture du mercato, il y avait même 3 clubs chinois dans le top 5. Donc on avait le PSG qui était en tête, Marseille en 5 et 3 Chinois pour les 2, 3 et 4e places. Crystal Palace donc s'est glissé au dernier moment dans ce fameux top 5. Alors, Crystal Palace qui au passage s'est fait prêter Mamadou Sakho. Ouais. Alors la montée en puissance de la Chine, elle est effectivement très récente. En gros, ça fait 2 ans oui, 3 ans, on va être raisonnable, que les Chinois investissent considérablement dans le football. Ils investissaient déjà avant, mais effectivement, on peut parler vraiment de sommes considérables depuis 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu national, c'est une politique nationale, c'est la Chine veut devenir une grande puissance du football, elle a un rêve, c'est organiser la Coupe du Monde, bien figurer, voire même, rêve fou, pourquoi pas la gagner un jour, mais ce qui est sûr, c'est l'organiser, ça c'est certain, et vraiment y figurer de manière plus que digne, ça c'est évident aussi, d'autant qu'il y a 2 puissances asiatiques dans le football qui sont très très loin devant la Chine au classement FIFA, c'est le Japon et la Corée du Sud, et c'est vrai que les Chinois veulent vraiment revenir sur ce qui peut paraître comme un affront. Donc on a une politique nationale qui passe par évidemment un renforcement de la Super League, la première division chinoise, avec donc des clubs qui déboursent énormément d'argent depuis 3 ans, et notamment sur Shanghai, puisqu'il y a plusieurs clubs sur Shanghai. Alors si on veut aller plus loin, il faut quand même rappeler que cette offensive, aujourd'hui, elle va sûrement se ralentir pour une bonne raison. C'est que les autorités chinoises, très récemment, ont décidé de recadrer un peu cette bulle footballistique pour au moins une bonne raison. C'est que les Chinois ont beaucoup dépensé dans le recrutement, y compris d'entraîneurs de très haut niveau, des Lippi, etc. On a même des entraîneurs français connus qui sont passés en Chine. Et la Chine s'est bien rendu compte qu'il y avait un danger dans cette politique de recrutement presque délirante, c'est qu'au fond, ça ne privilégie pas la formation.
Et donc, on a un recadrage qui va se mettre en place à partir de la prochaine saison, c'est-à-dire début mars pour les Chinois, avec une limitation du nombre de joueurs étrangers sur le terrain, deux, un quota de jeunes joueurs chinois sur le terrain, trois, un salary cap, et par ailleurs, quatrième point, une espèce de contrôle un peu plus serré des budgets des clubs chinois, avec donc vraiment le principe, on a besoin de savoir-faire, on a besoin d'expertise, etc., mais d'abord, on veut privilégier notre formation, et donc on va faire jouer nos joueurs. Cela dit, en Chine, il peut quand même tout arriver. Quand on voit que Ezekiel Lavezzi est le deuxième joueur le mieux payé au monde, alors qu'il y a un an, il cirait le banc du PSG, on se dit quand même, tout est possible là-bas. Est-ce que tu penses qu'un jour, le championnat chinois pourrait devenir l'un des principaux au monde? Est-ce qu'un jour, un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo pourrait jouer en Chine? Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai futur viable pour ce championnat avec toutes ces sommes qui sortent? Alors déjà, tous ces chiffres faramineux sont d'abord les fruits, quelque part, de cette offensive extrêmement récente et brutale de ces 3-4 dernières années, si on veut ratisser un peu plus. Et donc évidemment, il y a ce phénomène de bulle. Je pense que cette bulle, a priori, devrait se dégonfler parce que les Chinois sont passés dans une deuxième étape. Là, très clairement, ils privilégient la formation. Donc évidemment, on a mis beaucoup d'argent pour faire venir de grands joueurs. Et non plus de grands joueurs, mais avec des jambes plutôt affaiblies et sur lesquelles on ne peut plus trop compter. Donc effectivement, il faut venir de bons joueurs vraiment en forme. Mais je pense qu'on va passer dans un deuxième temps qui est d'abord celui de la construction d'une formation nationale. Et d'ailleurs, il faut quand même le préciser, que les Français sont très en pointe là-dessus, puisqu'il y a une espèce de maison commune, Fédération française de football, Ligue nationale de football en Chine. Et son sujet, c'est évidemment faire venir des partenaires, etc. Mais c'est aussi instiller la formation française en Chine. Et d'ailleurs, il y a des partenariats entre certains clubs chinois et des clubs français en préparation autour de ça. C'est un peu, par exemple, l'idée, alors il faudra voir dans le temps ce que ça donne, mais ça faisait partie du projet de reprise de Sochaux il y a 2-3 ans maintenant. Alors, la Ligue 1, la Chine, on va parler un tout petit peu du reste du monde, en tout cas du reste de l'Europe, où finalement le mercato a été assez calme, même si les Anglais ont pas mal dépensé, il n'y a pas eu nécessairement de folie, il n'y a pas eu des Draxler ou quoi que ce soit, avec tout l'argent des droits de télé que reçoivent les Anglais. Comment expliquer que cette année finalement ils soient restés dans une certaine mesure, assez sage sur le marché des transferts, en tout cas notamment les Chelsea, les Manchester City, les Manchester United, parce qu'en Angleterre, on voit surtout que c'est plutôt les clubs de la deuxième partie de tableau qui investissent beaucoup pour éviter de descendre et donc de perdre beaucoup d'argent. Alors déjà, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que le grand marché, c'est d'abord celui de l'été. C'est vraiment l'été où on construit des équipes, on les renforce vraiment de manière très significative. Et c'est le moment où tous les grands clubs sont vraiment offensifs, même s'il est arrivé que le PSG fasse des recrutements conséquents au moment du mercato d'hiver. Mais c'est vraiment l'été que ça se joue. D'ailleurs, globalement, la première ligue anglaise a dépensé un peu plus de 200 millions d'euros sur ce marché d'hiver, d'après les derniers chiffres dont on dispose. Mais si on englobe l'ensemble des transferts depuis le début de la saison, donc pour l'essentiel le mercato d'été, puisqu'après il n'y en a plus, on est quand même sur de tête 1,6 milliard sur la première ligue. Je voudrais quand même rappeler le transfert faramineux de Paul Pogba de la Juventus de Turin à Manchester United. On en a quand même eu pour 105 millions d'euros. Et il y a d'autres exemples. Donc le grand marché pour tous les clubs, c'est d'abord le marché d'été. Donc on peut considérer qu'aujourd'hui les grands clubs sont outillés. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer l'été prochain, puisque évidemment souvent il y a des redistributions de cartes à ce moment-là. Combien de fois on a dit que Messi allait partir de Barcelone, etc. Donc il n'y a pas de fumée sans feu. Donc on peut considérer qu'il y a eu des approches ces dernières années, mais c'est vraiment l'été que ça se fait. Ok.
Bah écoute, merci beaucoup pour ce Facebook Live depuis la rédaction des Échos. Et bah, merci à tous de nous avoir suivis et merci Christophe. À bientôt.